L'homme aux 1000 poisons. L'histoire de François Macandal. Prologue, la traversée. Le vent salé fouettait le visage du jeune garçon enchaîné dans la cale du navire négrier. François avait 12 ans, mais ses yeux portaient déjà le poids d'une sagesse ancienne. Dans son village d'Afrique de l'Ouest, il avait été le fils d'un guérisseur respecté, un homme qui connaissait les secrets des plantes, des esprits et des dieux. Maintenant, arraché à sa terre natale, il traversait l'océan vers un enfer qu'il ne pouvait encore imaginer. Les vagues cognaient contre la coque du bateau, et dans l'obscurité fétide de la cale, François serrait dans sa main un petit sachet d'herbe que sa mère avait réussi à glisser dans ses vêtements avant qu'on ne l'emmène. C'était tout ce qui lui restait de son monde, de sa famille, de son identité. « N'oublie jamais qui tu es », lui avait murmuré sa mère en pleurant. « N'oublie jamais d'où tu viens. Les esprits de nos ancêtres voyagent avec toi, même par-delà les mers. » François ferma les yeux et sentit la présence de ces esprits autour de lui. Il ne savait pas encore que ces paroles guideraient toute sa vie, qu'elles feraient de lui une légende, un symbole de résistance qui hanterait les cauchemars des colons blancs pendant des générations. Première partie, l'esclave. Chapitre 1, Saint-Domingue. L'île de Saint-Domingue brillait comme un joyau vert émeraude dans la mer des Caraïbes, mais sa beauté cachait une horreur indicible. Lorsque François débarqua au Cap-Français en 1735, il découvrit un monde où l'humanité avait été réduite à sa forme la plus cruelle. La plantation Lenormand de Mézy s'étendait sur des hectares de champs de canne à sucre. C'était là que François allait passer les premières années de sa captivité. Le maître, un homme au visage rougi par le rhum et la chaleur tropicale, inspectait sa nouvelle acquisition avec la même attention qu'il aurait accordée à du bétail. « Celui-là a l'air fort », dit-il au commandeur, un homme de couleur libre qui servait d'intermédiaire entre les esclaves et les maîtres. « Mets-le au champ. » François apprit rapidement les règles brutales de la plantation. Le travail commençait avant l'aube et ne se terminait qu'après le coucher du soleil. Les coups de fouet pleuvaient sur ceux qui ralentissaient le rythme. La nourriture était rare et insipide. La maladie rôdait constamment, emportant les plus faibles. Mais François observait. Il observait tout. Il remarquait les plantes qui poussaient à la lisière des champs, celles qui ressemblaient à celles que son père utilisait en Afrique. Il écoutait les conversations des esclaves plus âgés, ceux qui connaissaient les secrets de l'île. Il apprenait le créole, le français, les langues de la survie. Chapitre 2. L'accident. 3 ans passèrent dans cette routine infernale. François était devenu un jeune homme de 15 ans, musclé par le travail forcé, mais avec un feu dans les yeux qui inquiétait le commandeur. Un jour de 1738, alors qu'il travaillait près du moulin à sucre, un accident changea le cours de sa vie. La machine était vieille et mal entretenue. Les esclaves devaient y charger les cannes à sucre sans interruption, sous peine de coups. François glissa sur le sol humide et sa main droite fut happée par les rouleaux du moulin. Un craquement sinistre résonna, suivi d'un cri de douleur qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Lorsqu'on le retira de la machine, sa main était broyée, irrécupérable. Le chirurgien de la plantation, un homme ivre qui servait aussi de vétérinaire, dut l'amputer sans anesthésie. François mordit un morceau de bois pendant l'opération, refusant de crier davantage, ses yeux fixés sur un point invisible au loin, là où peut-être ses ancêtres le regardaient. Cette mutilation aurait pu le détruire. Pour beaucoup d'esclaves, perdre un membre signifiait perdre sa valeur, devenir un fardeau destiné aux tâches les plus humiliantes ou à la mort lente par négligence. Mais pour François, ce fut une libération paradoxale. « Tu ne peux plus travailler au champ », lui dit le maître avec dégoût. « Tu vas t'occuper du bétail et apprendre les plantes médicinales pour soigner les animaux. On ne peut pas se permettre de perdre des bêtes à cause de la maladie.
François inclina la tête humblement, cachant le sourire qui menaçait d'apparaître sur ses lèvres. Les dieux, pensait-il, travaillaient de manière mystérieuse. On venait de lui donner accès exactement à ce qu'il désirait le plus, la connaissance des plantes de cette île, le temps de les étudier et la liberté relative de se déplacer dans la plantation. Chapitre 3. Le savoir. Les mois qui suivirent furent une période d'apprentissage intense. François découvrit que Saint-Domingue était un paradis botanique, regorgeant de plantes dont les propriétés étaient aussi puissantes que celles qu'il avait connues en Afrique. Il y avait le mancenillier, dont chaque partie était mortellement toxique. Le ricin, avec ses graines capables de tuer un homme en quelques heures. La stramoine, qui provoquait des hallucinations terribles. Le laurier rose, beau mais mortel. Il commença à tenir un registre mental de chaque plante, de chaque propriété, de chaque dosage. Il apprit à extraire les poisons, à les concentrer, à les mélanger. Il testait ses concoctions sur les rats qui infestaient les granges, sur les insectes, observant avec fascination scientifique les effets de ces préparations. Mais François ne se contentait pas d'apprendre les plantes toxiques. Il étudiait aussi les plantes médicinales, celles qui guérissaient. Il devint un guérisseur respecté parmi les esclaves, celui vers qui on venait quand un enfant avait de la fièvre, quand une femme accouchait dans la douleur, quand un homme souffrait d'une blessure infectée. C'est ainsi qu'il rencontra Congo Kalumba, un vieil esclave originaire du royaume Congo, qui pratiquait les rites vaudous dans le secret de la nuit. Le vaudou n'était pas seulement une religion, c'était un acte de résistance, une manière de préserver l'identité africaine face à l'oppression chrétienne des colons. « Tu as un don, jeune homme », lui dit Congo un soir, alors qu'ils préparaient ensemble une cérémonie secrète dans les bois. « Les esprits parlent à travers toi. Tu pourrais devenir Ungan, un prêtre. » François avait maintenant 18 ans. Son corps manchot était devenu fort et agile, compensant la perte de sa main par une dextérité accrue de sa main gauche. Son esprit s'était aiguisé comme une lame. Il accepta l'invitation de Congo et plongea dans l'étude des mystères du vaudou. Il apprit les chants, les danses, les rituels. Il apprit à invoquer les Loa, ces esprits intermédiaires entre Bondi, le dieu suprême, et les humains. Il développa une connexion particulière avec Ogun, le Loa de la guerre et du fer, et avec Dambala, le serpent ancestral. Les autres esclaves commencèrent à le regarder avec un mélange de respect et de crainte. On murmurait qu'il pouvait voir l'avenir, qu'il pouvait maudire ses ennemis, qu'il était protégé par des forces invisibles. Ces rumeurs n'échappèrent pas à l'attention du maître, qui devint méfiant. Chapitre 4. L'éveil. En 1740, François avait 22 ans et son éducation spirituelle et botanique était complète. Mais quelque chose avait changé en lui. Ce n'était plus le jeune garçon terrorisé qui était arrivé sur l'île. C'était un homme qui avait vu trop de souffrances, trop de morts, trop d'injustices. Il avait vu des femmes enceintes fouettées jusqu'à l'avortement. Il avait vu des enfants arrachés à leur mère et vendus. Il avait vu des hommes mutilés pour avoir osé regarder un blanc dans les yeux. Il avait vu la cruauté devenir si banale qu'elle ne choquait plus personne. Un événement en particulier cristallisa sa rage. Une jeune esclave nommée Zabeth, qui n'avait que 14 ans, fut violée par le fils du maître. Quand elle osa se plaindre, on la fouetta publiquement et on la marqua au fer rouge. François la soigna cette nuit-là, nettoyant ses blessures avec ses herbes médicinales, mais il ne pouvait rien faire contre la blessure de son âme. « Pourquoi les dieux permettent-ils cela ?» lui demanda-t-elle en pleurant. François n'avait pas de réponse. Mais en regardant cette jeune fille brisée, il prit une décision qui allait changer l'histoire de Saint-Domingue. « Les dieux ne permettent rien, » dit-il doucement. « Ce sont les hommes qui choisissent, et nous devons choisir aussi. Nous devons nous battre. » Cette nuit-là, sous la lune des Caraïbes, François Macandal fit un serment solennel au Loa. Il jura de consacrer sa vie à la libération de son peuple. Il jura de faire payer aux oppresseurs chaque larme, chaque cri,
chaque goutte de sang versée. Il jura de devenir le cauchemar des Blancs. Deuxième partie, le marron. Chapitre 5. L'évasion. En 1743, François mit son plan à exécution. Il avait 25 ans et avait passé des années à préparer cet instant. Il connaissait chaque sentier de la plantation, chaque garde, chaque routine. Il savait où se trouvaient les chiens, comment masquer son odeur avec certaines herbes, où trouver de l'eau dans les montagnes. Une nuit sans lune, il disparut. Les chiens furent lâchés à l'aube, mais ils perdirent rapidement sa trace. Les chasseurs d'esclaves fouillèrent les environs pendant des semaines, mais François semblait s'être évaporé comme un esprit. En réalité, il avait rejoint une communauté de marrons dans les montagnes du Morne Rouge. Les marrons étaient des esclaves fugitifs qui avaient créé des sociétés libres dans les endroits les plus inaccessibles de l'île. Ils vivaient de chasse, de cueillette et de raids occasionnels sur les plantations. Le chef des marrons du Morne Rouge était un homme imposant nommé Polverel, un ancien esclave qui avait tué son maître à main nue avant de s'enfuir. Il accueillit François avec méfiance. « Qu'est-ce qu'un manchot peut apporter à notre communauté ?» demanda-t-il brutalement. François sourit et sortit un petit paquet de sa besace. Il en retira une poudre noire qu'il versa dans une calebasse d'eau. Il appela un des chiens du camp et lui fit boire. L'animal s'effondra en quelques secondes, mort. « Je peux apporter la mort à nos ennemis, » dit simplement François. Polverel le regarda avec un nouveau respect. « Tu es le bienvenu, frère. » Chapitre 6. Le réseau. François ne se contenta pas de rester dans une seule communauté de marrons. Au cours des années suivantes, il voyagea à travers toute la partie nord de Saint-Domingue, établissant des contacts avec différents groupes de fugitifs. Il utilisa ses connaissances du vaudou pour gagner le respect et la confiance des autres marrons, organisant des cérémonies qui unissaient les différentes communautés. Il découvrit que malgré leur liberté, les marrons vivaient dans la peur constante. Les chasseurs d'esclaves organisaient régulièrement des raids, détruisant les villages, capturant ou tuant les habitants. Les marrons avaient besoin de plus qu'un refuge. Ils avaient besoin d'une stratégie pour affaiblir le système qui les opprimait. François leur proposa une vision audacieuse. Au lieu de simplement survivre dans les montagnes, ils devaient passer à l'offensive. Ils devaient frapper les colons là où cela faisait le plus mal, dans leur économie, dans leur sentiment de sécurité, dans leur conviction que les esclaves étaient des êtres inférieurs incapables d'organisation. « Nous ne pouvons pas les battre en bataille ouverte », expliqua-t-il lors d'une grande assemblée de chefs marrons en 1748. « Nous sommes trop peu nombreux, trop mal armés. Mais nous pouvons les empoisonner, nous pouvons détruire leurs récoltes, tuer leur bétail, les faire vivre dans la terreur. Nous pouvons leur montrer que nous sommes plus intelligents, plus rusés, plus puissants qu'ils ne le pensent. » Sa proposition fut d'abord accueillie avec scepticisme. Certains chefs arguaient que cela ne ferait qu'attirer des représailles plus sévères. Mais François était persuasif. Il organisa des démonstrations de ses poisons, montrant comment une petite quantité de poudre pouvait tuer un bœuf, comment certaines herbes pouvaient rendre les chevaux fous, comment d'autres pouvaient contaminer l'eau potable. Peu à peu, sa vision gagna des adeptes. Les marrons comprirent qu'ils avaient en François Macandal non seulement un guérisseur et un prêtre vaudou, mais aussi un stratège militaire d'un genre nouveau. Il ne proposait pas une révolution par les armes, mais une révolution par la science et la terreur psychologique. Chapitre 7. La campagne du poison. En 1750, François Macandal lança sa campagne. Elle commença subtilement, avec des incidents isolés qui pouvaient passer pour des accidents. Un puits empoisonné ici, un troupeau de vaches mort là. Les colons étaient perplexes mais pas encore alarmés. François avait recruté un réseau d'agents secrets parmi les esclaves qui travaillaient encore dans les plantations. Ces agents étaient soigneusement sélectionnés pour leur courage et leur discrétion. Beaucoup d'entre eux étaient des cuisiniers,
des domestiques, des personnes qui avaient accès aux maisons des maîtres et à leur nourriture. Il leur enseignait l'art du poison, comment doser les substances pour qu'elles agissent lentement, imitant une maladie naturelle. Comment les mélanger à la nourriture ou aux boissons sans laisser de goût suspect. Comment éviter d'être découvert. Les morts commencèrent à s'accumuler. Un planteur prospère du quartier Morin tomba malade avec de violentes convulsions et mourut en quelques jours. Une famille entière du Cap français fut retrouvée morte dans son lit. Des domestiques fidèles depuis des années tombaient mystérieusement malades, ainsi que leurs maîtres. La panique s'empara de la communauté blanche. Qui pouvait-on faire confiance? L'esclave qui préparait vos repas, celle qui s'occupait de vos enfants, celui qui vous servait votre café chaque matin? La paranoïa s'installa comme un poison en elle-même, rongeant les fondations de la société coloniale. Les autorités réagirent avec une brutalité accrue. Des esclaves furent torturés pour obtenir des informations. Certains, sous la douleur insupportable, inventèrent des histoires ou dénoncèrent des innocents. Les exécutions publiques se multiplièrent avec des supplices de plus en plus horribles destinés à terroriser la population esclave. Mais cela ne fit qu'alimenter la rage. Pour chaque esclave torturé, 10 autres rejoignaient la cause de Macandal. Son nom circulait de plantation en plantation, murmuré comme une prière, comme une promesse de vengeance. Chapitre 8. La légende vivante. François Macandal était devenu bien plus qu'un homme. Il était devenu un mythe. Les esclaves racontaient des histoires sur ses pouvoirs surnaturels. On disait qu'il pouvait se transformer en insecte pour espionner les Blancs, en oiseau pour voler au-dessus de leur maison, en chien pour se déplacer sans éveiller les soupçons. Certains affirmaient l'avoir vu à 2 endroits différents le même jour. D'autres juraient qu'il était invulnérable aux balles, que les chiens ne pouvaient pas sentir son odeur, que même la mort elle-même lui obéissait. François cultivait délibérément ces légendes. Il comprenait le pouvoir de la mythologie, comment elle pouvait transformer un homme ordinaire en symbole immortel. Lors de ses apparitions publiques parmi les communautés d'esclaves, il portait des ornements rituels impressionnants, parlait avec l'autorité des Loas, accomplissait des miracles soigneusement préparés. Il organisait des cérémonies vaudou massives dans les clairières secrètes des montagnes où des centaines d'esclaves se rassemblaient dans la nuit. Ces rassemblements étaient à la fois religieux, politiques et militaires. François y prêchait la résistance, y planifiait ses prochaines actions, y renforçait l'unité de son mouvement. « Mes frères, mes sœurs », tonnait-il lors d'une de ces cérémonies en 1755, sa silhouette illuminée par les flammes des torches. Les Blancs nous disent que nous sommes leur propriété, que nous sommes inférieurs, que nous devons accepter notre sort. Mais je vous dis ceci, nous sommes les fils et les filles de l'Afrique, héritiers de royaumes puissants, descendants de guerriers et de rois. La foule rugissait son approbation. Les tambours résonnaient dans la nuit tropicale. Ils nous ont volé nos terres, nos libertés, nos noms, continuait François. Mais ils ne peuvent pas voler notre esprit. Ils ne peuvent pas voler notre courage. Ils ne peuvent pas voler notre rage juste. Les tambours battaient plus fort, les danseurs tourbillonnaient, les loas étaient invoqués. « Je vous promets ceci, » criait François, levant son unique main vers le ciel étoilé. « Un jour, cette île sera libre. Un jour, les chaînes seront brisées. Un jour, les enfants de l'Afrique marcheront la tête haute sur cette terre, et ce jour arrive, mes frères, chaque poison que nous versons, chaque peur que nous semons, nous rapproche de ce jour glorieux. » Les autorités coloniales étaient terrifiées. Le gouverneur, un homme nommé Vaudreuil, offrit une récompense énorme pour la capture de Macandal, 1500 livres, une fortune à l'époque. Des chasseurs d'esclaves professionnels furent engagés, équipés des meilleurs chiens et armes. L'armée coloniale organisa des raids massifs dans les montagnes. Mais François semblait insaisissable. Il se déplaçait constamment, ne dormait jamais 2 nuits au même endroit, changeait régulièrement d'apparence.
Son réseau d'informateurs l'avertissait de tout mouvement suspect. Plusieurs fois, les soldats arrivèrent dans un camp de marrons quelques heures seulement après son départ, trouvant les cendres encore chaudes de ses feux. Troisième partie, la chute. Chapitre 9. La trahison. En 1758, après 15 ans de liberté et 8 ans de lutte active, la chance de François Mackandal commença à tourner. Son réseau était devenu si vaste qu'il était difficile de contrôler chaque membre. La trahison, ce poison qui ronge tous les mouvements révolutionnaires, finit par le toucher. Un de ses agents, un esclave nommé Dieudonné qui travaillait comme cuisinier dans une plantation près du Cap Français, fut capturé alors qu'il tentait d'empoisonner un puits. Sous la torture, il refusa d'abord de parler. On lui brisa les doigts un par un. On lui brûla les pieds. On lui arracha les dents. Mais Dieudonné tint bon, pensant à François, pensant à la cause, pensant à la liberté. C'est sa famille qui le brisa. Les autorités amenèrent sa femme et ses 3 enfants devant lui. L'officier français, un homme au regard froid nommé Maillard, fit une proposition simple. « Parle, et ta famille vivra. Reste silencieux, et je les ferai brûler vifs devant toi, en commençant par le plus jeune. » Dieudonné regarda ses enfants, leurs yeux remplis de terreur, et sentit quelque chose se briser en lui. Il parla. Il donna des noms, des lieux, des méthodes. Et il révéla que François Mackandal devait assister à une grande cérémonie vaudou dans 2 semaines, à la plantation Dufresne, où une esclave nommée Marie-Louise organisait un rassemblement secret. Marie-Louise était l'une des lieutenants les plus fidèles de François. C'était aussi sa maîtresse, la femme qu'il aimait plus que tout. La plantation Dufresne était un endroit qu'il considérait comme relativement sûr, car le maître était vieux et négligent, et les esclaves y jouissaient d'une certaine liberté. Les autorités préparèrent un piège élaboré. Ils ne révélèrent leurs informations qu'à une poignée d'officiers de confiance. Ils positionnèrent des soldats autour de la plantation plusieurs jours à l'avance, mais suffisamment loin pour ne pas être détectés. Ils attendirent patiemment, sachant que leur cible la plus recherchée allait enfin tomber entre leurs mains. Chapitre 10. La capture. Le 20 janvier 1758, François Mackandal arriva à la plantation Dufresne déguisé en esclave ordinaire. Il avait maintenant 40 ans, et malgré les années de vie dure dans les montagnes, il restait vigoureux et alerte. Quelque chose le mettait mal à l'aise ce soir-là. Une intuition peut-être, ou l'avertissement subtil des lois. Il avait presque fait demi-tour plusieurs fois. Mais c'était l'anniversaire de Marie-Louise, et elle avait tant insisté pour qu'il vienne. Elle avait organisé cette cérémonie en partie pour célébrer leur amour, en partie pour renforcer l'unité du mouvement. François ne voulait pas la décevoir. L'amour, cette faiblesse humaine si universelle, le poussa à ignorer ses instincts. La cérémonie commença normalement. Une centaine d'esclaves s'étaient rassemblés dans une clairière cachée derrière les cases. Les tambours battaient, les chants s'élevaient, le rhum circulait. François présidait les rites, invoquant les lois avec l'autorité d'un Ungan accompli. C'est au moment où il était en transe, possédé par l'esprit d'Ogun, que les soldats attaquèrent. Ils surgirent de tous côtés, leurs mousquets pointés, leurs torches illuminant la nuit. Les esclaves paniquèrent, courant dans toutes les directions. Beaucoup furent capturés, certains furent abattus alors qu'ils tentaient de fuir. François, même en transe, réagit avec une vitesse incroyable. Il saisit un couteau et se jeta sur les soldats les plus proches. Son unique main était un tourbillon de mort, ouvrant la gorge d'un soldat, plongeant la lame dans le cœur d'un autre. Mais il était entouré, submergé par le nombre. Un coup de crosse de mousquet l'atteignit à la tempe, le faisant tituber. Avant qu'il ne puisse récupérer, 3 soldats lui sautèrent dessus, le plaquant au sol. On lui attacha les mains derrière le dos, on lui passa une corde autour du cou comme à un animal. Le capitaine Maillard s'approcha, un sourire triomphant aux lèvres. « François Mackandal, dit-il. Enfin, tu vas payer pour tous tes crimes.
François, le visage ensanglanté, mais les yeux toujours ardents de défi, cracha aux pieds de l'officier. « Tuez-moi si vous voulez, » dit-il en créole. « Mais ma mort ne fera que commencer la vraie révolution. Je reviendrai encore et encore, jusqu'à ce que cette île soit libre. » Marie-Louise se débattait entre les mains de 2 soldats, hurlant le nom de François. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, et dans cet échange silencieux, ils se dirent adieu. François fut traîné hors de la clairière, enchaîné et jeté dans un chariot qui l'emmena vers le Cap français. La nouvelle de sa capture se répandit comme une traînée de poudre à travers l'île. Certains esclaves pleurèrent, croyant que tout espoir était perdu. D'autres murmuraient que Macandal ne pouvait pas être vraiment capturé, que c'était un imposteur, que le vrai Macandal était toujours libre quelque part, planifiant sa prochaine action. Les autorités coloniales, elles, exultaient. Elles avaient enfin capturé le terroriste le plus recherché de l'île. Maintenant, elles allaient faire de son exécution un exemple qui terrifierait toute la population esclave et restaurerait l'ordre colonial. 4e partie, le martyr. Chapitre 11, le procès. Le procès de François Macandal fut une farce judiciaire, une mise en scène destinée à légitimer une sentence déjà décidée. Il se tint dans la grande salle du tribunal du Cap français, devant un parterre de notables blancs avides de voir le monstre qui les avait terrorisés pendant tant d'années. François fut amené enchaîné, mais il entra dans la salle avec la dignité d'un roi. Malgré ses vêtements déchirés, malgré les marques de torture sur son corps, malgré son bras manquant, il marchait la tête haute. Son regard balaya l'assemblée, et beaucoup de colons détournèrent les yeux, mal à l'aise devant cette fierté indomptable. Le procureur, un homme adipeux nommé Bonrepos, lut une longue liste d'accusations. Empoisonnement de 6000 personnes, un chiffre exagéré destiné à choquer. Incitation à la révolte, pratique de la sorcellerie, destruction de propriétés, meurtre de colons, conspiration contre l'autorité du roi de France. « Comment plaidez-vous » demanda le juge, un homme sec au visage de rat. François le regarda droit dans les yeux. « Je ne reconnais pas l'autorité de cette cour, » dit-il en français parfait, surprenant l'assemblée. « Vous me jugez pour avoir défendu mon peuple contre l'oppression. Mais qui vous jugera, vous, pour vos crimes? Qui jugera les maîtres qui violent, torturent et assassinent impunément? Qui jugera ce système qui transforme des êtres humains en marchandises? » Un murmure indigné parcourut la salle. Le juge frappa son marteau. « Silence! Votre arrogance ne fait qu'aggraver votre cas. »« Mon cas ?» rit amèrement François. « Mon cas était scellé avant même que je n'entre dans cette salle. Cette mascarade de justice n'est qu'un spectacle pour apaiser vos consciences. Mais vous ne pourrez pas dormir en paix, même après ma mort, car je ne suis pas seul. Des milliers partagent mes convictions. Et un jour, pas si lointain, vous paierez pour vos crimes. » Le juge, rouge de colère, prononça rapidement le verdict. « François Macandal, vous êtes reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Vous êtes condamné à mort par le feu, sentence qui sera exécutée publiquement sur la place d'armes du Cap français dans 3 jours. Que Dieu ait pitié de votre âme. » François éclata de rire. « Dieu, votre Dieu qui bénit les chaînes et les fouets. Gardez votre Dieu juge. Moi je sers d'autres puissances, plus anciennes et plus justes, et elles m'accueilleront en héros. » Chapitre 12. Les derniers jours. François fut enfermé dans un cachot sombre et humide sous le fort du Cap français. Ses chaînes étaient si lourdes qu'il pouvait à peine bouger. La nourriture qu'on lui donnait était infecte, probablement dans l'espoir qu'il meure avant son exécution et prive les autorités de leur spectacle public. Mais François ne mangea presque rien de toute façon. Il passe ses 3 jours en méditation et en prière, communiant avec les Loas, préparant son esprit pour le passage final. Il chantait doucement des chants vaudous, et les autres prisonniers, tous des esclaves condamnés pour diverses offenses, reprenaient en chœur. Les gardiens tentèrent de l'arrêter, mais les chants ne faisaient que s'amplifier. Bientôt, même depuis les plantations environnantes, on pouvait entendre les esclaves chanter les mêmes mélodies,
un chant de défi qui résonnait à travers toute la colonie. La veille de son exécution, un prêtre catholique vint le voir, chargé de sauver son âme païenne. C'était un jeune homme idéaliste nommé Père Guillaume, qui croyait sincèrement en la mission civilisatrice de l'Église. « Mon fils, commença-t-il, je suis venu t'offrir la rédemption. Confesse tes péchés, accepte le Christ dans ton cœur, et tu seras sauvé. » François le regarda avec une tristesse qui surprit le prêtre. « Père, dit-il doucement, vous êtes jeune. Vous croyez que vous servez Dieu. Mais laissez-moi vous poser une question. Quel Dieu pourrait approuver ce que vous, les chrétiens, avez fait à mon peuple? » Le prêtre ouvrit la bouche pour répondre, mais François continua. « Vous nous arrachez de nos terres. Vous nous enchaînez dans des bateaux où la moitié d'entre nous meurt. Vous nous vendez comme du bétail. Vous nous fouettez, nous violez, nous tuez pour le simple plaisir. Et tout cela, vous le faites au nom de votre Dieu aimant. Alors pardonnez-moi, Père, si je préfère mes propres dieux. Au moins, eux n'ont jamais prétendu que l'esclavage était une œuvre de charité. » Le père Guillaume quitta la cellule sans un mot, profondément troublé par ces paroles qu'il ne pourrait jamais oublier. Cette nuit-là, François dormit paisiblement pour la première fois depuis des années. Il rêva qu'il volait au-dessus de Saint-Domingue, regardant l'île d'en haut. Il vit des armées d'esclaves se soulever, brûlant les plantations, chassant les colons. Il vit une nation libre naître des cendres de l'oppression. Et il sourit dans son sommeil, sachant que même si son corps mourrait demain, son esprit vivrait éternellement dans le cœur de son peuple. Chapitre 13. L'exécution. Le 20 janvier 1758, exactement 33 ans après sa naissance en Afrique, bien qu'il n'en sût pas la date exacte, François Macandal fut amené sur la place d'armes du Cap Français pour son exécution. La place était noire de monde. Les autorités avaient ordonné à tous les esclaves de la région d'assister à l'événement, espérant que la vue de leur héros brûlant vif briserait définitivement leur esprit de révolte. Mais ils avaient mal calculé. Au centre de la place, un bûcher avait été construit haut et massif. Au sommet se dressait un poteau auquel François allait être attaché. Autour de la place, des soldats formaient un cordon, mousquets chargés, prêts à réprimer toute tentative de sauvetage. François fut traîné vers le bûcher. La foule d'esclaves était silencieuse, mais c'était un silence vibrant de tension, presque palpable. Beaucoup pleuraient, d'autres priaient. Certains regardaient avec une rage froide gravée sur leur visage. François gravit les marches du bûcher. Arrivé au sommet, il se tourna pour faire face à la foule. Les bourreaux commencèrent à l'attacher au poteau avec de lourdes chaînes de fer, s'assurant qu'il ne pourrait pas s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse terminer, François se mit à parler. Sa voix, forte et claire, porta à travers toute la place. « Mes frères, mes sœurs !» cria-t-il en créole. « Ne pleurez pas pour moi! Je vais rejoindre nos ancêtres, les grands guerriers d'Afrique. » Les soldats tentèrent de le bâillonner, mais il continua à crier, sa voix devenant de plus en plus puissante. « Ils peuvent tuer mon corps, mais ils ne peuvent pas tuer notre esprit. La liberté viendra, je vous le promets. Quand je serai mort, je reviendrai. Je reviendrai sous forme de moustique pour piquer les colons. Je reviendrai sous forme de mouches pour contaminer leur nourriture. Je reviendrai encore et encore jusqu'à ce que nous soyons libres. » La foule commença à s'agiter. Des murmures se transformèrent en cris. « Macandal! Macandal !» scandèrent certains esclaves, défiant ouvertement les soldats. Les bourreaux terminèrent d'attacher François et descendirent précipitamment. L'un d'eux approcha une torche du bûcher. Le bois sec, imbibé de poids, s'enflamma rapidement. Les flammes commencèrent à grimper, léchant les pieds de François. C'est alors que se produisit l'événement qui entrerait dans la légende. Alors que les flammes montaient, François se mit à se débattre avec une force surhumaine. Ses chaînes, peut-être mal fixées dans la précipitation, se brisèrent. Avant que quiconque ne puisse réagir, il sauta du bûcher, son corps à moitié en feu, et courut vers la foule. Un cri monta de milliers de gorges à la fois. « Miracle !»
Les Loas le protègent! Il est invincible! Les soldats, paniqués, tirèrent plusieurs salves de mousquets. Certaines balles atteignirent François, mais il continua à courir, alimenté par l'adrénaline et une volonté indomptable. La foule d'esclaves commença à se ruer vers lui, certains pour l'aider, d'autres simplement pris dans le mouvement de masse. Ce fut le chaos. Les soldats chargèrent pour rétablir l'ordre, frappant indistinctement avec leurs crosses de mousquet. Mais François, malgré ses blessures, avait presque atteint le bord de la place. Encore quelques mètres, et il pourrait se perdre dans les ruelles du Cap-Français. C'est alors que le capitaine Maillard, le même qui l'avait capturé, lui barra le chemin. D'un coup de sabre, il trancha les jambes de François, qui s'effondra. Immédiatement, une dizaine de soldats se jetèrent sur lui, le rouèrent de coups jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Ils le traînèrent, inconscient et grièvement blessé, vers le bûcher. Cette fois, ils l'attachèrent avec 3 fois plus de chaînes, vérifiant chaque lien à plusieurs reprises. Ils rallumèrent le feu, et cette fois, ils s'assurèrent qu'il brûlerait complètement. François reprit conscience alors que les flammes l'enveloppaient pour la seconde fois. La douleur était insupportable, au-delà de tout ce qu'un être humain devrait endurer. Mais même dans cette agonie, il ne cria pas. Il leva son unique main vers le ciel, comme s'il saluait quelqu'un que lui seul pouvait voir, et sourit. Ses derniers mots, selon les témoins, furent « Je reviendrai ». Les flammes le consumèrent alors, transformant son corps en cendres. Mais son esprit, comme il l'avait promis, ne mourut jamais vraiment. Épilogue. L'héritage. Chapitre 14. La légende. Dans les jours qui suivirent l'exécution de François Mackandal, les esclaves de Saint-Domingue refusèrent de croire qu'il était vraiment mort. Les rumeurs se multiplièrent. Certains juraient l'avoir vu dans les montagnes. D'autres affirmaient qu'il leur était apparu en rêve, leur donnant des instructions pour continuer la lutte. Les colons, eux, se rassuraient mutuellement. Mackandal était mort. L'ordre était restauré. La menace était terminée. Mais il ne dormait pas mieux pour autant. Chaque fois qu'il buvait de l'eau, il se demandait si elle était empoisonnée. Chaque fois qu'il mangeait, il scrutait le visage de leurs domestiques, cherchant des signes de trahison. Car même mort, Mackandal avait gagné. Il avait montré que les esclaves n'étaient pas des êtres passifs, acceptant leur sort. Il avait prouvé qu'ils pouvaient s'organiser, lutter, inspirer la terreur à leurs oppresseurs. Il avait semé des graines qui germèrent pendant les décennies suivantes. En 1791, 33 ans après l'exécution de Mackandal, un nombre qui ne passa pas inaperçu parmi ceux qui croyaient aux signes mystiques, une vaste insurrection éclata à Saint-Domingue. Dirigée par des hommes comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe, cette révolte se transforma en une guerre de libération qui dura 13 ans. Les rebelles invoquaient régulièrement l'esprit de Mackandal. Avant les batailles, les Oungan menaient des cérémonies où ils affirmaient que Mackandal était présent, guidant leurs mains, renforçant leur courage. Que ce soit vrai ou simple croyance, cela donna aux révolutionnaires une force morale inébranlable. En 1804, Saint-Domingue devint Haïti, la première république noire libre du monde, le seul pays où une révolte d'esclaves avait abouti à l'indépendance totale. La nouvelle envoya des ondes de choc à travers tout l'hémisphère occidental. Les planteurs du sud des États-Unis tremblèrent. Les puissances coloniales européennes furent horrifiées. Si cela pouvait arriver à Saint-Domingue, cela pouvait arriver n'importe où. Jean-Jacques Dessalines, le premier dirigeant d'Haïti indépendant, déclara lors de son discours inaugural « Nous devons cette liberté à beaucoup de héros tombés avant nous. Nous la devons aux marrons qui ont refusé les chaînes. Nous la devons aux empoisonneurs qui ont terrorisé les tyrans. Nous la devons à François Mackandal, qui nous a montré que même un homme seul, avec du courage et de la détermination, peut défier un empire. » Chapitre 15. L'immortel.
267 ans après sa mort, le nom de François Mackandal résonne encore en Haïti et à travers la diaspora africaine. Des écoles portent son nom. Des poètes écrivent sur lui. Des historiens débattent de son véritable impact. Des artistes le peignent, le sculptent, le chantent. Certains le voient comme un héros, le précurseur de la liberté haïtienne. D'autres le considèrent comme un terroriste, un empoisonneur de masse sans morale. La vérité, comme toujours, est plus complexe. François Mackandal était un homme, avec toutes les contradictions que cela implique. Il était capable d'une grande gentillesse envers ceux qu'il considérait comme son peuple, soignant les malades, guidant les perdus. Mais il était aussi capable d'une violence implacable contre ceux qu'il considérait comme ses ennemis. Il avait tué des innocents. Parmi les empoisonnés, il y avait eu des serviteurs noirs, des enfants blancs qui n'avaient pas choisi de naître dans la peau d'oppresseurs. Il avait justifié ces morts comme nécessaires dans une guerre totale. Avait-il raison? C'est une question qui n'a pas de réponse simple. Ce qui est indéniable, c'est que dans un système aussi inhumain que l'esclavage colonial, des hommes comme Mackandal étaient inévitables. L'oppression engendre la résistance. La cruauté engendre la vengeance. La déshumanisation engendre la rage. Les colons français qui l'ont brûlé vif pensaient avoir détruit un monstre. Ils ne réalisaient pas qu'ils créaient un martyr. Chaque coup de fouet, chaque viol, chaque meurtre d'esclaves créait 100 nouveaux Mackandal en puissance. Dans le vaudou haïtien moderne, Mackandal est vénéré comme un Loa, un esprit ancestral qui peut être invoqué pour la protection et la justice. Les cérémonies en son honneur incluent des danses avec un seul bras levé, en hommage à sa mutilation. On dit qu'il apparaît parfois, sous diverses formes, pour aider ceux qui luttent contre l'injustice. Vérité ou mythe, peu importe. Car François Mackandal a atteint l'immortalité la plus rare, celle de devenir une idée. Et les idées, comme il l'avait compris de son vivant, sont impossibles à tuer. Conclusion, le feu éternel. Le soleil se couche sur Port-au-Prince, capitale de l'Haïti moderne. Dans les quartiers pauvres qui s'étendent sur les collines, là où les descendants d'esclaves luttent toujours contre la pauvreté et l'oppression, une vieille femme raconte à ses petits-enfants l'histoire de Mackandal. Et quand ils ont cru l'avoir tué, dit-elle avec un sourire, il s'est transformé en papillon et s'est envolé. Parce que Mackandal n'est pas un homme, mes enfants. Mackandal est l'esprit de la liberté lui-même, et cet esprit ne peut jamais mourir. Les enfants écoutent avec de grands yeux, et dans leur jeune cœur, la flamme qu'a allumée François Mackandal il y a tant d'années brûle toujours. Quelque part dans les montagnes, là où les marrons se cachaient autrefois, le vent murmure entre les arbres. Et si on écoute attentivement, on peut presque entendre un rire, le rire d'un homme qui avait promis de revenir, encore et encore, jusqu'à ce que tous les peuples opprimés soient libres. Cette promesse n'a pas encore été complètement tenue. Mais tant qu'il y aura des gens pour raconter son histoire, tant qu'il y aura des gens pour résister à l'injustice, François Mackandal vivra. Car on ne tue pas une légende avec du feu, on ne fait qu'alimenter les flammes. F.I.N. Note historique. Cette histoire est basée sur des événements réels, mais inclut des éléments de fiction et de légende. François Mackandal a réellement existé et a été exécuté en 1758 au Cap-Français. Son influence sur la Révolution haïtienne est reconnue par les historiens, bien que les détails exacts de sa vie soient parfois difficiles à vérifier. La frontière entre l'histoire et le mythe est souvent floue dans son cas, ce qui témoigne de l'impact extraordinaire qu'il a eu sur l'imaginaire collectif haïtien.